Bonjour à tous et bienvenue dans Come Together, la première émission des professionnels de la communication du supérieur. Un rendez-vous proposé par l'agence Madame Monsieur en partenariat avec l'ARCES, le réseau national des communicants du supérieur, et c'est diffusé ici sur Campus Matin. Au programme aujourd'hui, nos chroniques habituelles, les actus de la com de l'ESR avec Émilie Broust, la revue de presse qui vous sera présentée par Clément Dufresne et le petit oral avec une interview en visio d'une personnalité au cœur de l'actu. Et enfin et surtout le grand amphi avec notre débat qui sera aujourd'hui consacré à l'attractivité des campus. Véritable levier d'attractivité des universités et des grandes écoles, les campus font désormais partie des atouts clés pour attirer les étudiants. Salles de cours, Fab Lab, résidences étudiantes, lieux de culture ou de sport, les campus réunissent des fonctions multiples qui dépassent largement le simple enjeu des enseignements. Alors à quoi doit ressembler un campus en 2023 pour être au top? Comment utiliser ces lieux comme axe de communication? C'est ce que nous allons tenter de décrypter dans notre nouvelle Grand Amphi. Jingle. Multiplication de l'offre de services, grands espaces, pôles scientifiques ou encore clusters technologiques, les grandes écoles et les universités redoublent d'arguments pour séduire les étudiants. Aujourd'hui, on ne compte plus les créations de nouveaux campus dans les écoles d'ingénieurs et de management et la multiplication des initiatives dans les universités pour faire de leur campus des lieux de vie épanouissement. Alors comment un campus peut devenir un levier de visibilité au niveau local, national, voire international? Quels sont les critères pour attirer et garder les étudiants surtout? C'est ce que nous allons essayer de débattre avec nos invités. Tout d'abord, Béatrice Diaz. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Tout à fait. À vos côtés, Sophie Archambault. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre. Vous êtes directrice corporate de l'école ESCE qui a inauguré cette année un campus à la Défense. Tout à fait. Et de l'autre côté de la table, le garçon avec vous, c'est Lotfi Karoui, qui est le directeur du campus de l'EM Normandie à Paris-Clichy et qui est également sorti de terre récemment. Tout à fait, tout à fait. Alors pour lancer les débats, je vais poser une question un peu large, mais qui nous posera bien les piliers du débat. Est-ce qu'aujourd'hui, le campus est un élément clé de votre communication, Béatrice, au sein de l'Université de Lyon 1 ? Je pense que c'est devenu complètement incontournable la notion de qualité de vie de campus, qualité de vie étudiante, pour pouvoir arriver à se sentir bien à l'intérieur de son campus, se réapproprier les lieux. Ils vont même jusqu'à travailler avec nous les souhaits de ce qu'ils veulent avoir pour leur campus. On travaille sur des budgets participatifs étudiants, des fonds de solidarité étudiante, où on leur pose la question pour leur demander « vous voulez quoi pour votre campus ?» Et c'est eux qui définissent là où vont être les tiers-lieux, les endroits pour manger, les endroits pour étudier, les endroits pour se réapproprier en fait et se sentir bien. Et au-delà de ça, il y a toute une offre de services, comme dans les collectivités, qui est à mettre en place. Il faut imaginer qu'un campus, à Lyon 1, c'est un campus complètement à l'américaine. Il y a 47 000 étudiants. Sur le site principal, on a 16 000 étudiants. Et ces 16 000 étudiants, on est une grosse ville. Donc gérer un campus, c'est gérer une ville. C'est gérer une ville. C'est simplement pouvoir donner une offre de service à ses habitants. Quand on y réfléchit, c'est exactement ça. Donc ça peut être une offre de culturelle gratuite, ça peut être des sports. Comme je dis tout le temps, c'est très drôle. Il n'y a pas un sport que vous ne pouvez pas faire à l'Université Lyon 1. Vous avez envie de faire de l'aviron, vous faites de l'aviron. Il y a une salle d'escalade qui est plus grosse que dans de nombreuses collectivités. Avec vous, Sophie, est-ce que vous avez constaté aussi ce virage, cet attendu de plus en plus grand de la part de vos prospects, de la part de vos étudiants, sur la qualité de l'écran et sur les dispositifs ? Oui, alors nous, on est sur un marché qui est très concurrentiel. On les le écoles sait. de management. Voilà, il y a eu récemment beaucoup de déménagements et il y a une raison à ça, il y a des attentes. Alors déjà, tout simplement, c'est sur les façons d'apprendre, parce que en fait, maintenant, il faut qu'on soit très bien équipé d'un point de vue technologique. Donc, les campus sur lesquels on était, c'est très compliqué après à remettre en forme. Donc, l'idéal, c'est de repartir d'une base neutre et de tout refaire. Voilà. Donc, l'apprentissage, déjà, c'est la clé avec la digitalisation et les nouveaux modes d'apprentissage. Donc déjà, il y a des attendus sur les moyens pédagogiques. Il y a des attendus sur les moyens pédagogiques.
Voilà, donc ça c'est essentiel. Après, il y a effectivement cette attente de lieu de vie qui existait déjà jusqu'alors, hein, parce que nous, voilà, nos étudiants, ils n'ont pas attendu d'être à la C'était Défense toujours un attendu des sur écoles le de nouveau management. campus. Mais l'idée, c'est que nous, on leur apporte et on les aide, on travaille avec eux. Je suis assez d'accord sur le fait que on travaille beaucoup, nous, avec nos étudiants pour qui s'adaptent au campus et qui se sentent bien sur le campus. Donc, on a beaucoup d'associations. Et d'ailleurs, sur ce nouveau campus, il y a 2 écoles principales que sont HEIP, une école de sciences politiques, et le SCE. Et donc, ces 2 écoles travaillent aussi de plus en plus ensemble, ce qui est très intéressant. Donc un campus, aujourd'hui, pour être attractif, doit aussi proposer des synergies. Vous venez de sortir un campus à Paris-Clichy, il y a un an et demi, je crois. Quand on lance un nouveau campus, et quand on écoute Sophie, on sait qu'il y a des attendus, qu'est-ce qu'on dit à l'architecte? Quel est le cahier des charges? Alors, nous, on est arrivé relativement tard puisque le projet était sorti de terre, mais on l'a adapté effectivement dans l'aménagement. On a besoin clairement de beaucoup d'espaces de coworking, comme on en trouve dans les startups, comme on en trouve dans plein d'univers. Et c'est ça ce qui est demandé. Et cette flexibilité, on a réussi justement avec un brief même tardif de récupérer. On a quasiment presque autant de places de travail collaboratif que de celles de cours. Hein. Donc on attend des espaces collaboratifs, des espaces où on peut croiser les profils, des espaces où il y a des activités. Est-ce que c'est les écoles et les universités qui se mettent la pression ou il y a une vraie attente des étudiants? Peut-être Sophie, vous avez mesuré quand vous faites des JPO, tout ça, que vous êtes au cœur du choix des étudiants quand le campus est à la hauteur de leurs attentes? Là, bientôt, on va avoir les concours Sésame avec les oraux. Donc, ils viennent passer les oraux à l'école. Donc, nous, on a un campus à Lyon aussi, mais bon, ils viennent aussi principalement à Paris. Et le campus, c'est vraiment l'âme de l'école. Donc, on a plein d'étudiants qui sont présents pendant ces moments-là, donc au JPO et aussi pendant les oraux, pour accueillir les étudiants, leur faire sentir un petit peu, enfin même beaucoup, comment ça va se passer derrière. Ils découvrent les associations, ils découvrent la vie et donc ils découvrent le campus. Donc, et là, on est sur le point culminant du choix, Oui, nous, les parents, même, ils sont souvent accompagnés par leurs parents et les parents le disent. Bon, évidemment, les jeunes le disent principalement, mais ils veulent découvrir, ils veulent venir voir. Et souvent, c'est une source de choix qui est très importante. Dans le choix décisif, il y a les classements, il y a les cours, il y a l'environnement, il y a plein de choses, mais il y a aussi la relation qu'on va ressentir le jour où on vient sur le campus, découvrir les infrastructures et les gens qui y sont déjà. En fait. Je vous rejoins tout à fait. Ce sont des valeurs en fait. L'arrivée sur le campus, c'est vraiment ça, c'est arriver à se sentir bien dans un environnement. Alors nous, on a moins de parents qui viennent, c'est vrai, sur le campus pour visiter, mais on a mis en place des semaines d'intégration dédiées avec des escape games géants pour pouvoir découvrir le campus. Il y a une notion d'accueil des étudiants qui n'est pas la même qu'il y a quelques années. On a vraiment évolué là-dessus et de travail collaboratif avec eux pour arriver justement à créer une synergie et un sentiment d'appartenance bien plus important que ce qu'il y avait il y a quelques années en fait pour nous sur les universités. Et maintenant, ils comparent aussi les universités par rapport au campus, au lieu de vie et la façon dont ils vont se sentir bien dans les valeurs qui leur sont proposées réellement. Alors toutes les universités ne sont pas au même degré de maturité pour que leur campus soit un lieu de vie. Vous avez parlé du sport, mais je sais aussi que vous utilisez le lieu pour des expressions théâtrales, pour ouvrir le campus à l'extérieur, pour des événements venant de l'extérieur. Racontez-nous comment vous avez développé les initiatives et qu'est-ce qui pourrait être reconduit par ailleurs par d'autres universités? Alors, on travaille depuis très longtemps parce qu'on a ouvert le premier théâtre intégré de ville, en fait, à l'intérieur du campus. Ce théâtre, donc c'était il y a très longtemps, propose une offre culturelle qui, du coup, est complètement gratuite pour les étudiants. C'est une vraie offre culturelle pour tous les habitants de Lyon, de Villeurbanne, qui peuvent venir sur place. Donc la programmation est externalisée. Voilà, avec une programmation complètement externalisée et qui est donc gratuite pour les étudiants. On a vraiment des partenariats avec tout le monde pour arriver à faire venir les gens sur le campus. Vous parliez des réseaux sociaux tout à l'heure, mais des promenades guidées, des choses à l'intérieur du campus qui fait que le campus devient un objet de communication à part entière en fait. Rapide tour de table, qu'est-ce qui impacte le plus chez les étudiants ? Sur quoi ils vont accrocher La première chose qui revient, c'est ça, c'est le contact avec les autres étudiants. Ils posent beaucoup de questions.
Quand on les a, nous, en entretien, ils nous posent des questions, mais ils posent surtout des questions aux étudiants qui les accueillent et qui leur font vivre des petites expériences pour découvrir le campus. C'est vraiment ça En fait, c'est un ressenti. Il y a beaucoup de ressenti et de se sentir bien parce qu'ils vont y passer beaucoup de temps. Pour travailler, pour se retrouver entre eux, pour travailler ensemble. Voilà, donc c'est le coworking, effectivement, aujourd'hui, c'est primordial. Ils vont rencontrer les entreprises, ils vont rencontrer plein de gens. Donc, en fait, s'ils ne se sentent pas bien sur le lieu, qu'il y a un truc qui ne va pas, ils ne vont pas venir, en fait. Et question, pour rebondir, comment on communique sur la qualité de son campus avant qu'ils viennent? Est-ce que vous avez des petites astuces pour leur faire toucher du doigt cette qualité de vie que vous proposez et que l'on doit proposer aux étudiants? Alors nous, on a un réseau des ambassadeurs, on a un réseau d'ambassadeurs étudiants qui va dans les lycées, qui va parler de pair à pair. C'est toujours quelque chose qui est plus facile. Là, c'est du témoignage. Mais est-ce Donc, qu'ils viennent avec un kit campus, une vidéo du campus? Est-ce que vous faites régulièrement des posts sur ça s'est passé ici? Alors oui, on a tourné pas mal de vidéos. Enfin, les vidéos sont en train de monter en puissance dans les supports de communication. Faut pas se leurrer. Leur attention est très minime. Et vous axez sur les lieux de vie? Et on axe sur les lieux de vie et c'est très très amusant et je pense que vous vivez les mêmes choses que nous. Mais quand on fait un post Instagram, si on parle d'orientation, malheureusement il n'y a pas grand-chose. Si on montre un petit canard qui traverse une rue du campus, c'est là qu'on a le plus de likes. Et il ne faut pas se leurrer, en fait ils sont attachés à leur campus, à la vie de leur campus, au côté ludique. Il faut que ça bouge, il faut qu'on se sente bien. C'est exactement ce que tu disais, quoi. Lotfi, est-ce que vous suivez la communication de l'école? Est-ce que vous voyez qu'ils utilisent beaucoup l'axe campus pour attirer les nous, on a étudiants? la chance aussi d'avoir une multitude de campus parce que le oui. Normandie, tu le sais, c'est clairement Le Havre, Caen, c'est les villes historiques, Paris, qui est devenu le plus gros campus de l'EM Normandie, Oxford, Dublin et plus récemment Dubaï. Donc en fait, on communique beaucoup sur l'expérience étudiante EM Normandie et ce qu'on promet quelque part. et de manière implicite, donc le campus. Forcément. Sur Et comment le ça campus se de passe. Paris, clairement, est un campus extrêmement attractif. On a fait pour l'ensemble de nos campus, d'ailleurs, des visites virtuelles qui sont accessibles librement à partir du site internet. Les candidats peuvent y aller, découvrir. Mais même un étudiant qui est entré à Oxford ou à Caen, qui veut venir à Paris, peut le découvrir aussi. Donc c'est un axe de communication à part entière. Et je partage le point. Je dis souvent aux étudiants, aux candidats, pendant les euros, choisissez l'école où vous vous sentez bien. Parce que les profs vont demander beaucoup d'efforts, donc il faut se sentir bien pour aller se transcender, pour dépasser ses limites et aller à la rencontre de son potentiel. Vous aussi, Sophie, vous utilisez le campus comme dans les outils? Oui, je pense que c'est vraiment très important de faire venir les gens. On le fait même avec nos alumni, nous. On fait venir nos alumni, on organise des rencontres. On le faisait déjà, mais pas suffisamment. Et c'est vraiment un lieu central. En plus, là, il y en a plein qui sont à la Défense, donc c'est facile aussi de les faire venir. Mais ceux qui viennent, d'ailleurs, viennent pas forcément de la Défense, au final. Et ils sont très contents de venir là. Et nous, on va carrément avoir une maison des alumni où ils pourront venir pour travailler, pour s'installer, pour échanger ensemble. Voilà. Et est-ce qu'on peut exploiter aussi une fibre qui marche beaucoup aujourd'hui, le placement produit? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est un campus, c'est un produit que l'on doit placer dans les fictions, qu'on doit placer dans les séries télé pour y créer de la visibilité? Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être un moyen de développer encore la notoriété du lieu? Alors nous, on le fait un peu. On est très sollicité sur les tournages de films, effectivement. Mais souvent, mine de rien, on le fait quand il y a un lien avec le campus. On a arrêté d'accueillir pour accueillir. Si on nous propose une fiction qui est autour de la faculté de médecine, une première année de médecine, là, on trouve que ça a du sens. Maintenant, accueillir pour accueillir. Pour un serial killer sur un... non. Voilà. En tout cas, c'est une extension possible. Je vous remercie 1000 fois d'avoir participé à ce débat. Béatrice, Sophie, Lotfi, merci beaucoup. On va passer à la suite. Merci, Alexandre. D'habitude, elle est avec nous en plateau. Émilie Brousse nous fait un tour d'horizon des actus com de l'ESR. Et cette semaine, c'est en magnéto. Quand l'art inspire la communication d'une université, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, la nouvelle identité visuelle de l'Université de Rennes, avec un logo inspiré d'une originalité locale, l'art de la mosaïque et les créations de la famille Odorico. Petit retour en arrière.
La famille Odorico, ce sont de célèbres mosaïstes italiens du 19e siècle qui ont pendant près d'un siècle déployé leur art dans tout le Grand Ouest et plus particulièrement à Rennes. On trouve leurs œuvres dans toute la ville, des entrées aux façades de la piscine municipale à l'opéra, bref. C'est ce motif mosaïque qui est donc la source d'inspiration du nouveau logo de l'Université de Rennes. Université qui, depuis le 1er janvier 2023, regroupe plusieurs groupes. L'Université de Rennes 1, de grandes formations universitaires, comme par exemple l'ENS, l'INSA ou encore Sciences Po Rennes. En termes de message, que signifie donc l'utilisation d'un motif mosaïque? Eh bien, cela représente deux mouvements. Un premier mouvement, un mouvement de réunion. Et en fait, c'est le sens même de la tradition du principe de travail de mosaïque. C'est de créer un motif global en réunissant de toutes petites pièces singulières pour tous les membres de l'université. C'est le symbole de leur ambition et dynamique commune qui se réalise depuis leur regroupement. Le deuxième mouvement évoqué par la mosaïque, c'est le mouvement de diffusion. Et là, par l'intermédiaire de cet art reconnu dans le monde entier, qui est donc la mosaïque, et ancré historiquement à Rennes, l'université veut montrer sa volonté de rayonner vers l'extérieur et donc de s'ouvrir à l'international. Enfin, volontairement monochrome, ce logo va s'utiliser principalement en noir ou blanc sur fond sombre pour répondre aux besoins de visibilité et aux enjeux d'éco-conception. Il ne vous a pas échappé que la recherche, ça peut être parfois compliqué à comprendre pour un public de non-initiés. Et c'est pourquoi l'ESCA lance ESCA Knowledge, une plateforme en ligne qui présente et rend compréhensible des travaux de recherche au grand public. L'objectif affiché du média, franchir les barrières académiques pour atteindre le plus grand nombre. Alors de quoi ça parle? De la lutte contre les fake news, de la politique RSE des firmes familiales ou encore de pourquoi le fondateur de Patagonia est une bonne personne? Alors pour avoir la réponse à cette épineuse question, rendez-vous sur la plateforme où plus de 1000 publications en français et en anglais sont déjà en ligne. Articles, podcasts ou vidéos, les formats varient, notamment pour attirer un public plus jeune et diversifié. Les thématiques traitées couvrent large et se veulent en phase avec les grands enjeux de notre société comme la RSE, le développement durable ou encore le digital et l'intelligence artificielle. Et pour rendre tout cela digeste, un travail d'adaptation, de réécriture, de vulgarisation a été mené par les équipes recherche de l'ESCA. Outre valoriser les contributions scientifiques de ses enseignants-chercheurs, ce nouveau média est un excellent moyen pour l'école de mettre en lumière la dynamique de sa recherche, qui a connu une véritable montée en puissance ces dernières années. Enfin, pourquoi ne pas manger un repas gastronomique à la cantoche de l'école? Mais si, c'est possible. Et c'est ce qu'a proposé l'Université Paris 8 à ses étudiants avec le Crous de Créteil, en mettant la chef étoilée Julia Sedevjian au fourneau des cuisines de son restaurant universitaire. Un bon coup de com' pour le Crous de Créteil, car faire venir des people, lancer des events décalés, ça impacte toujours en termes de communication. Très sensible à la lutte contre la précarité alimentaire, la plus jeune chef étoilée de France à la tête du restaurant Le Baïta à Paris s'est donc frottée à la restauration collective, en préparant plus de 1300 repas. Avec un teaser façon Top Chef, le Crous de Créteil s'est donc offert une belle couverture médiatique avec des messages clés, déconstruire les préjugés autour des repas cuisinés, créer un lien entre la gastronomie et les jeunes, lutter contre la malbouffe et redorer l'image de la restauration universitaire qui pratique de plus en plus le bio et les circuits courts. Une action, une opération qui va se reproduire à l'échelle du réseau Crous, puisque ce menu élaboré par la chef va être transmis à tous les restaurants universitaires. Allô, oui, bonjour, je voudrais réserver une table pour 2 au Crous pour ce midi. Voilà, Émilie s'amuse beaucoup en faisant des magnétos. On a été, nous, sur le plateau, assez séduits par la nouvelle charte de vos territoires graphiques de l'Université de Rennes. Ouais. Tout à fait. C'est une jolie réussite, effectivement, je pense, ils vont pouvoir se faire plaisir. Il y a plein de choses à faire à partir du moment où il y a des couleurs, du graphisme, des formes. Je pense Oui. qu'ils vont pouvoir se faire plaisir, oui. Un bon point. Territorial qui est intéressant aussi, de trouver dans le territoire la ressource. Bravo à La l'agence appropriation. et à l'Université de Rennes qui a créé ce nouveau territoire. Clément Dufresne, lui, a passé en revue tout ce qui se passe et tout ce qui était paru dans la presse quotidienne régionale, nationale, voire internationale. C'est tout de suite dans le kiosque de l'ESR. Jingle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du kiosque de l'ESR. Aujourd'hui, un programme chargé avec la publication de plusieurs classements, dont celui des écoles d'ingénieurs de l'étudiant ou encore le palmarès 2023 des écoles de commerce du Point.
Mais ce n'est pas tout. Nous ferons également un point sur les classes préparatoires et un autre sur la mobilisation du monde de l'enseignement supérieur pour accueillir les jeunes Ukrainiens depuis le début de la guerre. Et pour finir, nous ferons un focus sur une initiative qui encourage et donne une opportunité concrète aux étudiantes de poursuivre leurs études dans les filières scientifiques. En février, l'étudiant a publié son classement 2023 des écoles d'ingénieurs, qui classe 169 établissements habilités à délivrer le titre d'ingénieur. A noter que par rapport au classement 2022, on retrouve encore l'école Polytechnique, Télécom Paris et Centrale Supélec sur le podium. Le Point a récemment publié la 21e édition de son palmarès des grandes écoles de management qui classe 37 établissements sur leur programme PGE et Bachelor. Aujourd'hui, le stage de l'alternance est une étape presque obligatoire dans le cursus des écoles. Pour aider les jeunes, Fleur Bourron, journaliste aux EcoStart, a partagé le classement Happy Trainees 2023, autrement dit le classement des entreprises où il fait bon à être stagiaire ou alternant en 2023. Réalisé par la plateforme d'évaluation Choose Ma Company, ce classement révèle les entreprises au sein desquelles les stagiaires et alternants sont les plus satisfaits de leur niveau de rémunération. Et petite surprise, ce n'est pas forcément celle qui rémunère le mieux qu'on retrouve dans le haut du classement. En complément de son classement 2023 des meilleures prépas révélé fin février, le Figaro étudiant a publié un article sur l'inquiétude d'enseignants par rapport à la réforme des prépas ECG. L'article explique que l'objectif du gouvernement serait de relancer l'attractivité de la filière qui connaît une baisse de ses effectifs. La baisse des effectifs en classe préparatoire est également un sujet qui a été traité par la journaliste Marie-Christine Corbier pour Les Échos. Elle y explique que la diminution des effectifs se confirme encore cette année, notamment dans les filières scientifiques et économiques. En 2023, à quoi mesure-t-on le prestige d'une grande école de commerce ? Selon l'article de Margarita Nazi du Monde Campus, la variété de doubles diplômes proposés serait un des nouveaux critères. Prisés par les étudiants, les doubles diplômes sont également très appréciés par les entreprises, ce qui motive les écoles de commerce à créer de nouveaux partenariats avec des écoles spécialisées. À l'image de l'École supérieure de commerce de Paris et de HEC, qui proposent respectivement 15 et 14 doubles diplômes. Il y a quelques jours, on commémorait le triste anniversaire du début de l'invasion russe en Ukraine. À cette occasion, le Monde Campus s'est intéressé à la mobilisation de l'enseignement supérieur pour accueillir plus de 2000 étudiants provenant d'Ukraine qui ont rejoint la France depuis le début de la guerre. La journaliste a recueilli le témoignage d'étudiants ukrainiens, ainsi que celui du président du réseau des établissements engagés pour l'accueil des étudiants en exil, qui dresse un bilan globalement positif. Le 11 février, c'était la journée internationale des femmes et des filles en sciences. L'occasion de s'intéresser à la démarche de l'ENSPSL qui a annoncé fin février la création de bourses d'études de 1 000 € par mois pour ses étudiantes en mathématiques, physique et informatique. L'article de Julie Lanique, journaliste pour l'AEF, relaie les propos du directeur de l'école, soulignant qu'il ne s'agit plus simplement de dire aux jeunes femmes qu'elles sont les bienvenues, mais d'envoyer un signal fort à toute une génération d'étudiantes et de lycéennes. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci, et ce n'est déjà pas si mal. À bientôt pour une nouvelle revue de presse. Et pour finir l'émission, comme à chaque fois, nous recevons un invité en visio, c'est le petit oral. Et cette semaine, c'est Magali Guiraman, directrice communication de l'ISCOM qui s'y colle. Magali, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour Alexandre. Je suis Bonjour ravie Magali. d'être avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Magali, à l'époque du tout digital et du tout vidéo, vous avez, décidé de faire une campagne en bande dessinée. Alors, ma question est toute simple. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, Magali ? Eh bien, parce que trop de vidéos, trop de digital, beaucoup de brochures entre les mains de ces jeunes qui se renseignent. On s'est dit que c'était un outil un peu innovant pour les écoles. Alors, pas innovant dans ce que raconte une BD, parce que la BD est très ancienne, mais que pour une école, transmettre des messages et surtout rendre accessible notre vocabulaire, puisqu'on amène au métier de la communication, ce n'est pas toujours simple de raconter à des bacheliers ou à des jeunes qui veulent se réorienter les métiers de la communication. On s'est dit qu'on allait plancher sur du storytelling, qui est quand même le cœur du métier de la communication. Donc, on est parti sur une BD. Le premier constat, c'était effectivement pour les personnes qui racontent l'école, comment rendre accessible ce vocabulaire. Parce que le dentiste, on sait tout ce qu'il fait. Donc, quand un jeune veut être dentiste, voilà, il comprend tout à fait le quotidien de ce métier-là. En revanche, quand on lui dit faire du planning stratégique, de l'influence, de la réputation, de la transformation digitale, pour des parents qui n'auraient pas fait ces carrières-là et pour ces jeunes qui n'ont pas un entourage dans ce secteur d'activité, comment rendre accessible tout ce vocabulaire qui est propre à nos métiers. Donc, une BD consacrée à la présentation
des métiers, pour maîtriser les paramètres des métiers. Alors, comment on travaille ça? On travaille avec des auteurs, on travaille avec des illustrateurs, on travaille avec des communicants. C'est quoi le mode opératoire? Alors, tout d'abord, il s'agissait de savoir ce qu'on voulait leur dire. Parce qu'en fait, c'est pas une BD qui raconte l'ISCOM, ça c'est important de le dire. C'est pas un outil de communication de l'école parmi tant d'autres, hein, que sont les réseaux, la brochure, le site, enfin, tout ce qui est plutôt qui sont des outils traditionnels pour une école. C'était de raconter ce que deviennent par exemple nos anciens. Donc on est parti de nos 5 spécialisations et on a travaillé 5 personas d'alumni qui ont fait cette spécialisation pour raconter le quotidien du métier fait par cet ancien. Donc, se mettre dans la peau d'un jeune de terminale, donc on a travaillé là aussi l'élève, puisqu'on les rencontre tous les jours, donc on les connaît quand même un petit peu. Alors l'élève dans ses attentes, mais l'élève aussi, puisqu'on est dans du dessin, comment il se représente aujourd'hui, alors sans faire de la caricature, mais en même temps, pour que lui, lorsqu'il va lire cette planche BD, puisse s'identifier. Donc, on a travaillé avec un illustrateur avec qui j'avais déjà eu la chance de travailler, qui est Sylvain Pongy, qui nous Et avait pour avoir fait vu la lors BD, d'une il est très cérémonie de bon. remise de... Oui, il est très Il bon. est Il très nous bon. avait fait lors d'une cérémonie de remise de diplôme des dessins en direct. Donc, c'est un illustrateur événementiel et qui connaît bien l'école et à qui donc j'ai donné un brief sur l'objectif à atteindre avec donc une planche BD par spécialisation. Donc aujourd'hui, c'est une collection de 5 planches. Et puis, on a parlé de qui était finalement ce jeune qui se renseigne sur nos métiers. Comment ça peut impacter les parents, les prospects et vos futurs étudiants? Alors, on l'a sorti au moment de Noël, donc en plein cœur de notre promotion, entre guillemets, hein, la rencontre de ces jeunes sur les salons, lors des journées portes ouvertes. Donc, c'est un document que l'on distribue. Alors, lorsqu'on est sur une cible admission parallèle, donc post-bac plus 2, on donne la planche BD en lien avec la spécialisation qui intéresse le jeune. Lorsqu'on est dans les classes de terminale, lors des forums, on donne la collection complète. En fait, on veut aller vers la collection. Et pour conclure, est-ce que ça marche? Est-ce que ça plaît? Ça marche bien et lorsque j'ai fait des salons récemment, ils sont déçus lorsqu'ils n'ont pas les 5. Alors ça, c'est un signal Ça va fort. devenir Ça veut dire collector, qu'ils Magali. veulent- L'effet collection. Oui, alors ça, voilà, c'est un signal fort et les parents aussi apprécient beaucoup. Ils trouvent que le format est sympa. Voilà, ça donne un autre ton aussi à la communication qui, de la part des écoles, est souvent quand même très corporate. Donc voilà, ça donne aussi un lien avec l'école et puis un côté un peu sympa et jeune, puisqu'on sait tous que le dessin et tout ce qui est animé aujourd'hui leur plaît beaucoup. Eh ben, en espérant que vous fassiez d'autres séries avec d'autres métiers. En tout cas, bravo. Bravo, Magali. Merci beaucoup, Alexandre. À très bientôt. Merci à tous mes invités en plateau, Béatrice, Sophie, Lotfi, d'avoir participé à ce débat sur les campus. Et moi, je vous dis à très vite pour un épisode 11 de Come Together. Il sera consacré au Media Training. À très vite. Bye bye. Ciao.